Bonjour, dans cette quatrième vidéo, nous allons terminer les maladies nutritionnelles dues à la carence en vitamines hydrosolubles, ce qui reste des vitamines du groupe B et la vitamine C, et nous allons voir également les principales maladies nutritionnelles dues à un autre type de malnutrition, à savoir la surnutrition. Alors, la carence en vitamine B5, la vitamine B5 qu'on appelle également l'acide pantothénique ou encore panthénol, c'est le précurseur et le constituant du coenzyme A. Ce dernier intervient dans de nombreuses réactions biochimiques, parmi lesquelles le transfert de l'acide pyruvique dans le cycle de Krebs. C'est au niveau du cycle de Krebs que se déroule la majeure partie des réactions d'oxydation et de production d'énergie de la cellule. Il intervient également dans la conversion des lipides et des acides aminés en glucose, c'est-à-dire dans la néoglucogenèse, et il intervient dans la synthèse du cholestérol et des hormones stéroïdes. Alors, la carence en pantothénate est rare. Les signes de carence vont constituer en des troubles de comportement non spécifiques, des crampes musculaires. Alors, la crampe musculaire, elle est définie comme étant une contraction qui survient soudainement de façon intense, involontaire, et elle est passagère. Alors, il peut s'agir, d'accord, d'une contraction d'une partie ou de la totalité d'un muscle. Sa durée est variable, elle est généralement brève. Alors, la carence en vitamine B5 se manifeste aussi par une incoordination musculaire, c'est-à-dire une impossibilité de coordonner les mouvements des différents muscles de l'organisme, permettant une harmonisation des gestes. Donc, il y a une impossibilité d'organiser les mouvements musculaires de telle façon à avoir un équilibre dans les gestes. Alors, sans cette synchronisation, c'est-à-dire sans cette coordination dans le temps, bien sûr, les mouvements ne vont pas être efficaces, d'accord? Rien que marcher va devenir un acte qui est très difficile, d'accord? Alors, des épreuves expérimentales de carence en vitamine B5 ont également révélé une production insuffisante d'hormones stéroïdes par les surrénales, et parfois on a des troubles digestifs associant des vomissements et une diarrhée. Alors, maintenant, on va voir les maladies dues à la carence en vitamine B6. La vitamine B6, elle existe sous trois formes. Le pyridoxine, alors là, c'est un composé organique avec une fonction alcool, une fonction hydroxyl-OH. La vitamine B6 peut exister sous forme de pyridoxal. Là, c'est un composé organique avec une fonction aldéhyde C double liaison OH. Et sous forme de pyridoxamine, un composé organique avec une fonction amine NH2. Donc, que ce soit la pyridoxyle, le pyridoxal ou bien la pyridoxamine, ces trois molécules ont des activités vitaminiques qui sont identiques. Alors, la vitamine B6 est le précurseur du pyridoxal phosphate, le PALP. C'est un coenzyme participant à de nombreux systèmes enzymatiques qui vont catalyser la synthèse et la dégradation des acides aminés, la synthèse des neurotransmetteurs, la dégradation du glycogène musculaire, le métabolisme du tryptophane et la synthèse de l'hème, c'est-à-dire de la partie non protéique de l'hémoglobine. Alors, la carence en vitamine B6 est associée aux symptômes suivants. Une irritabilité, c'est-à-dire l'individu, il est nerveux, colérique, impatient. Une dépression. Alors, la dépression va se caractériser par des émotions comme le découragement, la tristesse ou l'irritabilité, aussi par l'impression de ne pas avoir de valeur comme individu. Donc, l'humeur triste s'accompagne d'idées noire et dévalorisante. Je suis nulle, je n'y arriverai pas, je déteste ce que je suis. Donc l'individu a du mal à se projeter dans l'avenir, et aussi il présente un désintérêt pour les activités appréciées autrefois.
Alors, la carence en vitamine B6 peut entraîner aussi la confusion, l'état de confusion chez la personne. D'accord? Le sujet prendra une personne pour une autre, une chose pour une autre. Alors, la confusion, c'est un trouble de l'attention et de la perception, des faits extérieurs qui est dû à une atteinte des facultés mentales, d'accord? Donc, c'est un trouble de conscience avec impossibilité de s'exprimer et de penser avec clarté et avec justesse. Alors, la carence en vitamine B6 s'accompagne également de dermatite, les maladies de la peau comme l'eczéma, la glossite qui est une inflammation de la langue, l'inflammation des commissures des lèvres, les commissures c'est l'endroit où se rejoignent les deux parties d'un organe, et la carence en vitamine B6 peut entraîner ce qu'on appelle l'anémie sidéroblastique. D'accord? Alors la glossite, c'est une inflammation de la langue qui va entraîner un gonflement et un changement de couleur. Alors, observez ici la présence de plaques bien délimitées sur la langue comme une carte de géographie. Alors, ces plaques sont des papillés. Alors, la disparition des papilles gustatives va impliquer logiquement chez le sujet des troubles gustatifs. Alors, l'inflammation des commissures des lèvres, je vous ai dit que les commissures, c'est l'endroit où se rencontrent les deux parties d'un organe. D'accord? L'inflammation des commissures des lèvres ou ce qu'on appelle la perlèche, c'est une lésion cutanée, inflammatoire, parfois douloureuse, localisée au pli de la commissure des lèvres. Alors, on note l'apparition de fissures, de rougeurs et de saignements. Cette lésion est généralement bilatérale. Elle apparaît dans les deux coins, dans les deux régions des commissures des lèvres. Alors ici, vous avez une photo qui montre une inflammation des commissures des lèvres. Là, alors observez bien les fissures sur les commissures. Alors, la carence en vitamine B6 va se traduire par un type d'anémie qu'on appelle l'anémie sidéroblastique. Alors, cette anémie sidéroblastique, c'est un terme qui chapeaute un groupe d'anémies très rares dans lesquelles les globules rouges ne peuvent fixer le fer dans l'hémoglobine. Donc, on aura une insuffisance de synthèse de l'hémoglobine. Alors, il s'agit d'un problème enzymatique d'origine héréditaire ou bien acquise. Alors, on parle d'anémie sidéroblastique du nom des cellules sanguines appelées sidéroblastes qui sont remplies en fer, en particulier leurs mitochondries qui se distribuent autour du noyau. Les sidéroblastes sont des cellules de la moelle osseuse des érythroblastes de la lignée des globules rouges dont le cytoplasme contient des inclusions de fer qui ne sont pas liées à l'hémoglobine. Alors maintenant, on va voir les maladies dues à la carence en vitamine B8. La vitamine B8, ou ce qu'on appelle la biotine, aussi connue sous le nom de la vitamine H, est une coenzyme qui est responsable du transfert du dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, dans 4 réactions de carboxylation. Carboxylation de l'acide pyruvique au cours de la néoglucogénèse, carboxylation de l'acétyl-CoA au cours de la lipogénèse, carboxylation du propionyl-CoA lors du métabolisme des acides gras, notamment l'oxydation des acides gras à nombre impair d'atomes de carbone, carboxylation du méthylcrotonyl-CoA lors du catabolisme des acides aminés ramifiés. Alors, la carence en biotine est très rare car les bactéries gastro-intestinales la produisent. Alors, les signes cliniques de carence peuvent comprendre une dermatite, c'est-à-dire des maladies de la peau, des douleurs musculaires, une hyperesthésie, c'est-à-dire une hypersensibilité, c'est une exagération anormalement intense, parfois douloureuse des différents modes de la sensibilité, et une anorexie, c'est-à-dire un trouble du comportement alimentaire consistant en une perte d'appétit qui va entraîner chez le patient une impossibilité de se nourrir. Alors la carence en vitamine B8 s'accompagne également de nausées, c'est-à-dire l'envie de vomir,
l'anémie, c'est-à-dire la diminution anormale de la concentration de l'hémoglobine dans le sang, et l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire l'augmentation du taux de cholestérol au sein du sang. Alors maintenant, on va voir les maladies dues à la carence en vitamine B9. La vitamine B9, qu'on appelle aussi l'acide folique ou bien folacine, appelée aussi vitamine M, est un coenzyme qui participe à la synthèse des purines, c'est-à-dire l'adénine et la guanine, et des pyrimidines, cytosine et thymine, qui vont constituer les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Alors la vitamine B9 intervient également dans la synthèse de certains acides aminés comme la méthionine, l'histidine et la sérine. La vitamine B9 est essentielle à la production normale des globules rouges et blancs. Alors, un déficit en folate entraîne essentiellement une anémie qui se caractérise par une taille augmentée des hématies. C'est ce qu'on appelle l'anémie macrocytaire. Alors, l'anémie macrocytaire est une anémie caractérisée par la présence de macrocytes, c'est-à-dire de globules rouges plus gros que la normale, dont le volume est supérieur à 98 micromètres par cube et le diamètre supérieur à 15 microcubes. Alors normalement, habituellement, le diamètre d'un érythrocyte est d'environ 7 micromètres. Alors, de plus, selon plusieurs études, un taux d'acide folique bas va augmenter le risque de dépression nerveuse de 55%. La carence en folate est également considérée comme un possible facteur de survenue des maladies cardiovasculaires. Alors, une carence grave en folate peut provoquer également une altération des muqueuses, c'est-à-dire de la membrane qui recouvre la paroi interne des organes creux. Donc, on a dit que la carence en vitamine B9 peut provoquer une altération des muqueuses, du col de l'utérus, des intestins, de l'estomac et du vagin. Les cellules même peuvent devenir malignes, c'est-à-dire ils peuvent devenir cancéreuses. Alors, un déficit en vitamine B9 peut provoquer aussi un retard de croissance. Alors maintenant, on va voir quelles sont les maladies dues à la carence en vitamine B12. La vitamine B12, ou ce qu'on appelle aussi la cobalamine, est une coenzyme nécessaire à la formation des globules rouges, à la formation de la méthionine, un acide aminé, à l'entrée de certains acides aminés dans le cycle de Krebs et à la production de choline qui est utilisée pour la synthèse d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Alors, cette vitamine est aussi indispensable au maintien de l'intégrité du système nerveux et tout particulièrement de la gaine de myéline qui protège les nerfs et optimise leur fonctionnement. La myéline, c'est une substance lipidique qui recouvre les fibres nerveuses. Alors, le tableau clinique de la carence en vitamine B12 est caractérisé par l'apparition des signes généraux, neuropsychiques et hématologiques. Alors, parmi les signes généraux associés à la carence en vitamine B12, on a une fatigue ainsi qu'un trouble de l'apport alimentaire, c'est-à-dire une anorexie qui est responsable d'un amaigrissement, l'anorexie, l'incapacité de l'individu à se nourrir. Alors, les signes neuropsychiques sont très riches, ils comprennent des troubles de la motricité et de la sensibilité associés à un trouble de la marche, des troubles du sommeil et de la mémoire, l'apparition d'une dépression et parfois de confusion mentale. Alors, au niveau sanguin, alors la carence en vitamine B12 entraîne plusieurs signes hématologiques. Alors, au niveau sanguin, une carence en vitamine B12 est responsable de l'apparition d'une anémie appelée l'anémie pernicieuse ou l'anémie de Birmer. Alors, l'anémie de Birmer est liée à une atrophie de la muqueuse gastrique fundique. L'atrophie des glandes fundiques va priver l'organisme du facteur intrinsèque normalement sécrété par les cellules pariétales. Alors, rappelez-vous, dans le cours de la physiologie digestive, je vous ai dit que les cellules pariétales sécrètent l'acide chlorhydrique et aussi le facteur intrinsèque.
Alors, le facteur intrinsèque, juste pour le rappel, c'est une glycoprotéine du suc gastrique qui va permettre l'absorption de la vitamine B12 au niveau de la muqueuse intestinale. Alors, la malabsorption de la vitamine B12 va provoquer une altération de l'érythropoïèse aboutissant à l'apparition de l'anémie de Birmer. L'érythropoïèse, c'est-à-dire la formation et la production des érythrocytes. Alors, normalement, et en effet, la vitamine B12 permet la maturation des érythrocytes en hématie, les érythrocytes étant des bébés globules rouges, en hématie globules rouges adultes. Alors bien sûr, le rôle essentiel des hématies, c'est le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus. Donc là, l'anémie de Birmer, alors c'est quoi? Ce type d'anémie produit des globules rouges déformés et très gros. Alors en effet, les anémies de Birmer sont des anémies macrocytaires et mégaloblastiques. Alors anémie macrocytaire, c'est-à-dire les globules rouges sont plus gros que la normale. Anémie mégaloblastique, c'est une anémie qui se caractérise par la présence de mégaloblastes en grand nombre dans la moelle osseuse. Alors les mégaloblastes, ce sont des érythroblastes, ce sont des cellules de la moelle osseuse précurseurs des globules rouges qui se caractérisent par leur très grande taille et par la présence de chromatine très très fine. Alors maintenant, on a terminé avec les vitamines du groupe C, du groupe B, pardon, on va voir les maladies qui sont liées à la carence en vitamine C, qui est aussi une vitamine hydrosoluble. Alors la vitamine C est une vitamine hydrosoluble, sensible à la chaleur et à la lumière. Alors chimiquement parlant, il s'agit de l'acide L-ascorbique. Alors la vitamine C est un cofacteur enzymatique impliqué dans un certain nombre de réactions physiologiques, spécialement l'hydroxylation, c'est-à-dire l'ajout d'un groupement hydroxyle OH. Elle est requise dans la synthèse du glucogène, elle est requise dans la synthèse du collagène et des globules rouges et interagit avec le système immunitaire. Alors, la vitamine C joue également un rôle dans le métabolisme du fer. Elle favorise en effet son absorption. Alors, la vitamine C est aussi un antioxydant, c'est-à-dire une molécule capable de contrer, de s'opposer à l'action néfaste d'oxydants, principalement les radicaux libres. Alors, la vitamine C favorise aussi la cicatrisation, c'est-à-dire la réparation des lésions, et son rôle dans la prévention du cancer est bien sûr à l'étude. Alors, la carence en vitamine C est responsable du scorbut caractérisé par un syndrome hémorragique avec notamment des hématomes des membres inférieurs, une altération de l'état général, des lésions de la gencive c'est la muqueuse buccale qui va recouvrir les faces internes et externes des os maxillaires, un déchaussement des dents. La carence en vitamine C provoque aussi des troubles de l'ossification et une tendance aux infections. Alors, c'est quoi l'hématome provoqué par la carence en vitamine C? Un hématome, c'est une poche de sang apparaissant généralement suite à une hémorragie, à la suite d'un choc ou d'un coup donné. Alors, l'hématome va apparaître soit dans un organe, soit dans un tissu. Alors, ici, un enfant atteint de scorbut. Alors, observez le déchaussement des dents et les lésions de la gencive. Les gencives sont gonflées et saignent facilement. Alors, le déchaussement des dents est une série de maladies qui se caractérisent par la destruction plus ou moins sévère et rapide du parodonte, c'est-à-dire des tissus qui soutiennent les dents, les os et les gencives. Alors maintenant, après avoir vu les maladies de dénutrition, on va voir les maladies de surnutrition. Alors, je vous ai dit dans l'introduction générale du cours que la malnutrition peut désigner aussi bien la dénutrition que la surnutrition. Alors, la surnutrition, c'est un état chronique d'absorption d'aliments en quantité excessive par rapport aux besoins énergétiques
et qui engendre plusieurs complications telles que la surcharge pondérale, l'obésité, la goutte et bien d'autres pathologies vasculaires et cardiaques. Alors, on va commencer par l'obésité. Alors, l'obésité est un état pathologique défini par un excès pondéral par rapport à la taille dû à une accumulation de graisse dans le tissu adipeux hypertrophié. Alors, la graisse est stockée dans des cellules appelées lipocytes ou adipocytes. Alors, on distingue deux situations. Le surpoids. Les adipocytes vont stocker de plus en plus de graisse et ils vont grossir. L'obésité, lorsque les adipocytes arrivent à saturation, elles vont se multiplier. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on parle d'obésité à partir d'un indice de masse corporelle de 30 kg par mètre carré. L'indice de masse corporelle, c'est le rapport poids sur la taille au carré. Alors ici, de droite à gauche, on remarque l'évolution de la surcharge pondérale jusqu'à l'obésité. Là, c'est un garçon obèse de 8 mois de 19 kg. Alors, il habite au nord de la Chine. Il est né avec un poids normal de 3 kg. Il a commencé à prendre du poids vers l'âge de 1 mois. Alors, sa mère est obligée de le nourrir à peu près jusqu'à 20 fois par jour car il est constamment affamé. Et à cause de son excès de poids, il est incapable de ramper ou de se mettre debout. Alors là, c'est une photo qui illustre la relation qui existe entre la circonférence de la taille ou le tour de la taille et l'obésité. Alors la circonférence de la taille, c'est un reflet du tissu adipeux abdominal ou bien intra-abdominal. Alors de droite à gauche, ici on a un homme en bonne santé, de poids normal. La circonférence de la taille est de 84 cm. Poids, ici un homme avec un léger surpoids, circonférence de la taille 114 cm. Ici on a un homme obèse, la circonférence de la taille, regardez, elle est très élevée de 152 cm. Elle est à peu près le double, d'accord, d'un homme en bonne santé. Alors maintenant, on va étudier le comportement alimentaire, comment il est altéré au cours de l'obésité, d'accord? Alors, lorsqu'on analyse sur le plan qualitatif le comportement alimentaire des sujets obèses, on trouve un certain nombre de troubles et notamment le fait que la prise alimentaire n'est pas corrélée avec le degré de faim ou bien de satiété. Alors, les troubles qualitatifs du comportement alimentaire pouvant conduire à l'obésité se manifestent sous des formes différentes. Grignotage, compulsion et crise de boulimie. Alors, grignotage, c'est-à-dire l'ingestion de petites quantités de nourriture à intervalles très rapprochés. Alors, durant toute la journée, l'individu est en train de grignoter, il est en train d'ingérer, d'accord, quelque chose, soit du chocolat, n'importe quoi, d'accord. Alors, la compulsion, c'est la consommation d'un aliment toujours le même, destiné à calmer les nerfs. Et les crises de boulimie, c'est un comportement consistant à ingurgiter des quantités énormes de nourriture, même si elle est mauvaise, sans aucun plaisir alimentaire, avec une très grande culpabilité jusqu'au seuil limite de renvoi, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait vomissement. Alors, l'obésité se caractérise par un excès de tissu adipeux, tel que des effets néfastes pour la santé se manifestent. Alors, parmi les plus courants, on note le risque de développer certaines maladies, notamment les maladies métaboliques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires comme l'insuffisance coronaire et l'infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle, des maladies circulatoires comme les varices, respiratoires comme les apnées du sommeil et rhumatologiques comme l'arthrose. Alors, les maladies cardiovasculaires qui sont développées au cours de l'obésité, on a l'insuffisance coronarienne. Alors, les artères coronaires, ce sont les artères qui se trouvent à la surface du myocarde, ils le nourrissent et ils le vascularisent. Leur nom vient du fait qu'ils sont disposés en couronne autour du cœur. Alors, l'insuffisance coronarienne, elle se définit
comme une diminution de l'arrivée du sang dans le myocarde. On a donc une irrigation imparfaite du myocarde. Alors l'insuffisance coronarienne est généralement le résultat d'une lésion entraînant un rétrécissement, c'est-à-dire une diminution du calibre des artères coronaires, le plus souvent l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt de plaques d'athérome sur la paroi interne de ces artères, c'est-à-dire de dépôt lipidique. Alors, l'infarctus du myocarde correspond à une destruction plus ou moins importante du muscle cardiaque suite à l'oblitération, c'est-à-dire à la bouchure, à l'occlusion par une thrombose qui peut être un caillou, d'une artère coronaire ou de l'une de ses ramifications permettant habituellement l'irrigation du myocarde. Alors, privée d'oxygène, la partie concernée du cœur va mourir, elle se nécrose. Alors, parmi aussi les conséquences de l'obésité, on a les maladies circulatoires, notamment les varices. Alors, les varices, ce sont des petites veines dilatées qui ont perdu leur élasticité et dans lesquelles le sang circule mal. Alors, elles sont le résultat d'un reflux sanguin, c'est-à-dire le sang retourne des veines profondes vers les veines superficielles qui se dilatent en varices. Alors, il s'ensuit une surcharge dans tout le réseau superficiel et progressivement, toutes ces branches se distendent. Alors, elles sont bleuâtres, dilatées et tordues, c'est-à-dire courbées, et peuvent être plus ou moins saillantes, c'est-à-dire gonflées. Alors, les varices apparaissent dans la majorité des cas sur les membres inférieurs. Alors, parmi aussi les conséquences de l'obésité, on a des maladies respiratoires. L'apnée, c'est l'arrêt intermittent, c'est-à-dire épisodique, discontinu de la respiration pendant le sommeil. Alors, chez la plupart des sujets atteints, les apnées peuvent durer entre 20 et 30 secondes et ils peuvent se répéter plusieurs fois au cours d'une heure de sommeil. Alors, dans certains cas, ces arrêts du flux respiratoire peuvent mener jusqu'à la mort par asphyxie. Alors, parmi aussi les conséquences de l'obésité, on a les maladies rhumatologiques. Alors, l'arthrose est une dégénérescence du cartilage des articulations. Alors, le cartilage, c'est le tissu élastique et dur qui se trouve entre la jonction entre de nombreuses pièces osseuses et qui diminue les chocs dus au mouvement. Alors, cette dégénérescence conduit à une destruction plus ou moins rapide du cartilage qui enrobe l'extrémité des os. Le cartilage articulaire se fissure et se creuse d'ulcération, c'est-à-dire de trous, ce qui peut laisser l'os à nu. Alors, parmi les autres conséquences de l'obésité, alors chez l'homme, l'obésité accroît les risques de cancer et de la prostate et du côlon, la prostate étant la glande séminale qui produit le liquide séminal dans lequel baignent les spermatozoïdes. Chez la femme, les cancers du sein, du col de l'utérus et des ovaires sont nettement plus fréquents en cas d'obésité. Alors, parmi aussi les maladies liées à la surnutrition, on a la goutte. La goutte est définie comme une maladie liée au métabolisme de l'acide urique. L'acide urique, c'est le produit de dégradation des nucléoprotéines. Elles peuvent être d'origine exogène, apportées par l'alimentation, ou bien d'origine endogène, c'est-à-dire les nucléoprotéines tissulaires, l'ADN et l'ARN. Alors, c'est une maladie à prédisposition héréditaire qui est favorisée par la surcharge pondérale, par une alimentation trop riche en protéines et en lipides. Elle se manifeste par des troubles articulaires, rénaux et vasculaires. Alors, l'acide urique, comme je vous ai dit, produit de dégradation des acides nucléiques et des purines, précipite sous forme de cristaux d'urate au niveau des articulations, ce qui va donner ou bien occasionner des crises douloureuses. Alors, l'évolution naturelle de la goutte se fait suivant 3 stades successifs. Une hyperuricémie, une crise aiguë et une crise chronique. Alors, l'hyperuricémie, c'est l'augmentation de la quantité d'acide urique dans la circulation sanguine et les phénomènes pathologiques qui en résultent. Alors, l'hyperuricémie est latente, c'est-à-dire elle existe mais elle reste cachée.
pouvant évoluer pendant des années avant que ne survienne la crise aiguë. Alors, la crise aiguë de la goutte, la première crise aiguë atteint toujours le membre inférieur, cheville, genou, plus rarement la hanche, mais jamais le membre supérieur. Alors, sa localisation préférentielle reste l'articulation du gros orteil. Alors, le début est brutal, marqué par une douleur vive survenant en pleine nuit et qui va empêcher tout sommeil. La crise chronique de la goutte, au fur et à mesure que la goutte évolue, des cristaux du rate vont se déposer dans les autres tissus articulaires, le poignet, le coude. Alors, les lésions cartilagineuses et osseuses peuvent entraîner des déformations au niveau des mains et des pieds. Alors, regardez ici, photo de la goutte au niveau du gros orteil du pied. La goutte touche le plus souvent le gros orteil. Alors, la goutte touche le plus souvent le gros orteil. Alors, remarquez l'accumulation de cristaux d'acide urique au niveau de l'articulation du gros orteil.